Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Bon, super. Je me présente rapidement, je m'appelle Alexandre Amigouette. J'ai créé une société qui s'appelle Insaniam. On fait du conseil en stratégie sous l'angle du numérique, de l'agilité. Donc c'est un petit peu dans le sujet de ce soir. Juste pour vous expliquer, n'hésitez pas à me couper à tout moment si vous avez des questions. On ne va pas être dans une logique où je vais passer des slides et puis à la fin, vous allez pouvoir poser des questions. Je ne vais pas passer de slides et vous pouvez poser des questions à tout moment. Comme ça, ce sera plus simple. Okay, l'idée, c'est pas de présenter la méthode Lean Startup de façon théorique. C'est plutôt vous expliquer une façon pour créer des projets, une façon pour entreprendre de manière agile et bien sûr en évoquant des points de cette méthode Lean Startup. Et je vais vous prendre des exemples que j'ai faits sur des projets internes, et notamment un projet qui s'appelle l'Agence des blogueuses, qui est une agence de marketing d'influence, et un projet que je suis en train de lancer qui s'appelle informateur.fr, et comme ça je vous illustrerai un petit peu comment je fonctionne. Voilà, alors déjà, est-ce que vous savez un peu ce que c'est, enfin, qui sait un peu ce que c'est que le Lean Startup ici? Où vous venez un peu? Qui ne connaît pas du tout, si ça parle à personne? Ok. Alors, je vais juste expliquer rapidement pour ceux à qui ça ne parle pas du tout. Le Lean Startup, c'est une façon d'entreprendre, une façon de créer un projet avec on va dire, le minimum de moyens, en testant rapidement, afin de pouvoir adapter en permanence via un certain nombre de cycles. Alors, pour résumer, en fait, ça consiste à faire rapidement, très rapidement, faire un produit minimum, le plus minimum qui existe, même en fait à faire presque une promesse même. On peut faire juste une promesse qui n'existe pas. De cette promesse, on en mesure le résultat, puisque l'objectif est d'être le plus proche possible du marché. Donc quand on lance son projet, on part du principe qu'on a tort, on a forcément tort, et c'est le marché qui a raison. On commence par ça déjà. C'est une première étape. Et de ça, on apprend. On apprend de ce que le marché va nous dire, on apprend et on améliore. Et à partir de là, comment on améliore? En fait, on reconstruit quelque chose à partir de là. On mesure, on apprend, et ainsi de suite. En fait, c'est un cercle permanent, et on dit qu'on itère. Voilà les bases. Alors après, il existe des méthodes. Je vous invite à regarder sur Internet des outils également pour structurer ça. Je ne vais pas en parler, je vais volontairement passer sur les outils. L'idée, ce n'est pas de faire un atelier pratico-pratique, c'est plutôt de parler de cette philosophie qui est d'itérer, d'essayer, de s'améliorer en continu et de voir comment ça fonctionne. Pourquoi alors, c'est très courant dans les métiers du web d'avoir ce fonctionnement en Lean Startup. Ça pourrait, enfin, tout est dans le nom, hein, déjà, Lean Startup, forcément, on voit à peu près à qui ça s'adresse, mais en réalité, n'importe quelle entreprise qui lance un nouveau produit ou qui teste quelque chose peut s'en inspirer à son échelle et peut très bien essayer de faire ça. Typiquement, pourquoi moi j'aime bien faire des choses en Lean Startup? Tout simplement parce que, en règle générale, quand on fait un projet, on va faire un projet web par exemple, on a une idée d'application mobile. On se dit, voilà, alors j'ai envie de faire une application mobile qui va révolutionner le monde. Pour ça, il faut qu'elle ressemble à ça, parce que moi, je le sais, puisque c'est mon idée, donc forcément elle est bonne. Puisque mon idée est bonne, du coup, je vais faire une application comme ça, je vais mettre un bouton là. Forcément, c'est comme ça que les gens réfléchissent, ils réfléchissent tous comme moi. C'est normal. J'ai raison, forcément. Et donc, comme j'ai raison, eh ben, du coup, je vais faire un cahier des charges. Je vais aller voir des développeurs. Alors, en fonction de mon niveau de confiance en moi, je vais dire aux développeurs, non, mais c'est comme ça qu'il faut faire. Ou alors, je vais aller voir aussi les professionnels, notamment du design, de l'expérience utilisateur, je vais leur dire, non, mais fais-moi confiance, c'est mon idée, donc c'est comme ça qu'il faut le faire. Je caricature un peu, hein, bien sûr. Mais on va créer son projet comme ça. On va
On va faire un cahier des charges. Et ensuite, on ira voir une entreprise qui va nous développer l'application mobile en question. Et puis elle va nous dire, bah, c'est la modique somme de 50 000 €. On va se dire, bah oui, en même temps, mon idée est géniale et donc forcément bah, elle vaut bien ce prix-là. Donc je vais aller trouver des financements, je vais aller voir une banque, je vais aller voir des amis. Enfin bref, j'ai trouvé des financements ou peut-être que j'ai l'argent et j'y vais. Allez, je fonce. Je lance, je fais donc le développement. Bon, le développement d'une application mobile, ça peut prendre, on va dire, 3 mois. J'attends 3 mois, je suis en discussion avec les développeurs, je les aide à bien construire le truc, à bien la penser, parce que bon, je sais bien comment ça doit fonctionner. Et je lance l'appli. Voilà. Je fais ça sur le store, et puis forcément, c'est forcément un succès, puisque c'est mon idée. Eh bien, ça peut marcher, si vous avez de la chance. Et puis dans beaucoup de cas, ça ne marchera pas. Parce que en fait, vous ne répondrez peut-être pas à un besoin du marché, tout bêtement. Et donc l'idée d'une startup, c'est de se dire, au lieu de prendre un risque comme ça, à 50 000 € sur une application, attendre 3 mois, faire un truc que moi j'estime parfait dans mon esprit, eh ben, essayons plutôt, essayons des choses, testons les choses et apprenons des retours des gens. Typiquement, sur la même application, j'ai une idée d'application à partir de la même base, j'ai une idée. Je ne sais pas si elle est bonne ou mauvaise, mais j'ai une idée. Je pense que j'ai une application révolutionnaire, et donc du coup, à partir de là, eh ben, je fais soit ce qu'on appelle une landing page, donc un site internet sur une seule page, où je présente mon application, mon idée, et je la balance. Alors c'est par exemple une application pour les gens qui font de l'intérim, voilà, qui travaillent en intérim. Je décide donc du coup de tester cette application-là, et je vais aller sur un groupe Facebook, et je vais la présenter aux gens. Je vais présenter cette page-là, puis à la fin, il y aura un bouton « S'inscrire » pour voir qui va s'inscrire, en fait. Voilà. Et à partir de là, donc déjà, faire un site en une seule page, on peut le faire à moindre coût si on décide de faire un truc un peu bien chiadé avec une agence. On peut le faire pas trop cher. Au pire, on peut le faire soi-même avec un site, des sites en ligne ou en se formant un petit peu. On peut faire des pages seules à moindre coût. Donc, bon, allez, on va dire investissement maximum 1 000 à 2 000 € si vraiment on veut aller loin. On teste, et là, à partir de là, on voit déjà si les gens adhèrent à la proposition, à l'offre. Ouais. Du coup, qu'est-ce qu'on raconte sur cette ELP? Parce que le produit n'est pas encore sorti. Qu'est-ce qu'on raconte? Bonne question. Les gens, ils vont s'inscrire à quoi, en fait? Bonne question. Ouais, ils vont s'inscrire à quoi? C'est une très, très, très bonne question. Typiquement, Dropbox a commencé comme ça. C'est-à-dire qu'eux, alors ils n'ont pas fait une page, ils ont fait une vidéo. Et dans leur vidéo, ils ont expliqué le concept. Ils ont juste expliqué le concept. Et puis après, il y a des gens qui disent « Ah ouais, c'est cool, j'aimerais bien avoir ce produit-là ». Et donc, ils s'inscrivent pour être au courant de la sortie du produit. Et donc, à partir de là, j'ai une promesse. Et puis, c'est facile d'avoir, en plus, quand on va voir après une banque, par exemple, et qu'on leur dit « Vous voyez, j'ai déjà 300 personnes qui m'ont demandé d'être informées du produit que j'ai annoncé. » Donc, c'est quand même formidable. Donc à partir de là, on peut déjà mieux mesurer le risque, on prend moins de risques. Ou en tout cas, il est mieux appréhendé, le risque. Puisque je vais du coup tester mon idée. Je vois si ça marche. Si ça ne marche pas, on ajuste, on pivote, ce qu'on appelle pivoter. Alors, je vais y revenir un peu après. Mais on ajuste l'idée. Alors typiquement, si ça fonctionne, si les gens adhèrent à ma proposition, du coup, je vais devoir tester d'autres hypothèses. L'idée, c'est quoi? C'est de tester le maximum d'hypothèses, de tout découper. Donc je pense ça, et je teste pour voir si le marché est en adéquation avec moi. S'il est en adéquation, du coup, je teste un nouveau truc que je pense, et ainsi de suite. Et comme ça, j'améliore mon produit en permanence. Mais ça s'arrête. En réalité, une entreprise qui fonctionne comme ça ne s'arrête jamais de fonctionner en ligne startup. Elle fonctionne quasiment en permanence dès qu'elle sort un nouveau produit, dès qu'elle s'améliore. Sinon, vu que les marchés changent en permanence, c'est important de coller à la réalité d'un marché. Oui. Si on reste sur le modèle de la landing page au début pour amorcer, donc on peut partager notre idée, le mode de fonctionnement de notre application future. Cette landing page va évoluer en fait, et notre idée va évoluer et on va la formuler différemment pour voir si l'impact évolue vis-à-vis des auditeurs. C'est un petit peu ça. Alors, il y a plusieurs solutions. Soit effectivement, on se dit, avec le temps, j'améliore avec les retours à chaque fois et je mets une nouvelle idée et je teste et je rajoute, je précise mon projet sur cette landing page, c'est une solution. Il y a une autre solution, c'est d'en faire 10 différentes, des landing pages,
et de voir celle qui marche le mieux en distribuant, enfin en la diffusant à des publics différents. Et à partir de là, je teste et je vois ce qui marche le mieux. Et ça peut être uniquement sur un seul point précis, par exemple, le prix. Je veux tester le prix, c'est-à-dire que je sais que les gens adorent cette idée-là. Mais est-ce qu'ils sont prêts à payer? Si oui, alors du coup, c'est une hypothèse. Est-ce qu'ils sont prêts à payer? Donc je teste ça. Si oui, je sais qu'ils sont prêts à payer, ok. Combien ils sont prêts à payer? Sous quelle forme? Du freemium, de l'abonnement, enfin bref. Il y a tout un tas de questions qui peuvent se poser. Et donc à chaque fois, je teste et j'itère. Ça va? Ça vous semble clair jusqu'à maintenant? Ouais. Ah, il y a plusieurs solutions. Là, je prenais l'exemple de l'intérim. Je vais aller à des endroits où je vais trouver ma cible. Et donc, typiquement, bah, voilà, je prends un groupe Facebook, un groupe sur Internet, un forum de discussion, un endroit où il y aura cette population. On va y venir. Je vais prendre... oui. Ça veut dire qu'on peut aussi avoir des retours de ces auditeurs. C'est-à-dire qu'eux peuvent formuler aussi des messages, notamment à travers une page Facebook, pour dire si ça leur plaît ou pas et pourquoi, et ce qu'on devrait faire, déjà peut-être aussi s'inspirer de... Tout à fait, c'est ça qui est magique en fait. C'est qu'en fait, c'est de la co-construction en réalité. C'est eux qui vont faire l'application. En tout cas, c'est eux qui vont aider à la pensée en exprimant leurs besoins. Et vous allez, vous, leur rendre service en réalisant ce qu'ils ont besoin. Est-ce qu'on n'a pas un risque de se faire piquer l'idée quand même? Bien sûr. À force de multiplier les tests, les landing pages, oui, il y a le risque. Il y a le risque de se faire piquer l'idée. Alors, en règle générale, mais ça c'est un avis personnel, en règle générale, moi je m'en fiche de me faire piquer une idée. Je vais prendre un exemple. Je prenais l'exemple de l'agence des blogueuses, qui est quelque chose que j'ai créé en 2015. Il y avait très très peu d'agences d'influence à l'époque. Et quand j'allais voir les gens, je devais leur expliquer l'intérêt de travailler avec des blogueuses. Aujourd'hui, il y a plein de concurrents. On appelle ça du marketing d'influence. Et du coup, j'ai plus besoin d'expliquer l'intérêt, en fait. Et j'ai des gens qui ont même payé des pubs sur BFM Business et qui nous sont profitables puisque du coup, ils ont créé un marché. Donc la concurrence n'est pas forcément mauvaise, et enfin, à mes yeux en tout cas elle n'est pas mauvaise, et qu'on nous pique l'idée dans tous les cas. Il y a, sur l'agence des blogueuses actuellement, on a beaucoup de concurrence et il y en a très peu qui fonctionnent exactement comme nous. Mais chacun fera son idée différemment, la redéveloppera différemment. Il doit y avoir une perte en ligne assez importante aussi entre ceux qui disent qu'ils sont intéressés et puis au moment où on présente le produit en disant bah, écoute, on se cachette vraiment. Oui, bien sûr. Ouais. On est sur un ratio. J'ai aucune idée du ratio, ça dépend de tellement de facteurs. C'est prudent quand même parce que ça peut être très fort comme ratio. C'est comme les gens qui mettent dans le panier, dans les sites et puis qui finalement passent, on sait très bien. Oui, bien sûr. Maintenant, là, la question est juste de tester une idée et de ne pas être sûr, de ne pas avoir des consommateurs. Maintenant, si on veut être sûr de ne pas avoir une perte de ratio, on peut tester autre chose en disant qui serait prêt réellement à l'acheter. Là, c'est encore autre chose. Bah, je fais du crowdfunding. Je vends un truc qui n'existe pas. Une promesse, c'est du crowdfunding. Et du coup, là, il n'y a pas de perte, puisqu'ils ont déjà payé. Typiquement, Tesla l'a fait avec son dernier modèle, où vous précommandiez 2 ans à l'avance en donnant $3000 la voiture électrique. Même des grosses boîtes le font, en fait. Mais c'est encore une autre hypothèse, après. C'est est-ce que les gens sont réellement prêts à payer? C'est encore une autre hypothèse. C'est qu'on avance, effectivement. Je vais prendre des exemples, du coup, exemples concrets sur les projets que je vous ai évoqués. Du coup, moi, je vais vous parler un peu de l'histoire de l'agence des blogueuses, comment ça a été créé. C'est un projet qui a été créé en 2015. À la base, moi, j'y connaissais absolument rien à ce monde-là. Et il y avait simplement dans mon entreprise quelqu'un qui venait faire un stage et qui était blogueuse à Rennes. Et j'ai une cliente qui me disait, Alexandre, à qui je faisais du conseil en SEO, en référencement naturel, et qui me disait, mais Alexandre, je ne comprends pas, j'envoie des mails aux blogueuses et elles ne me répondent jamais. Je sais pas, je vais demander à quelqu'un qui est avec moi comment ça fonctionne. Elle m'a expliqué et je lui ai dit, il doit bien exister des agences. Ça me paraissait tellement évident. Il doit exister des agences pour faire ça. Elle me fait, non, j'en connais pas. Et il y en a pour les très très grosses marques, voilà, des très grandes marques nationales et tout ça, mais pour les TPE, PME, ça n'existe pas forcément. Et pas non plus pour les petites blogueuses à l'époque. Je dis, bon, on n'a qu'à créer une agence. Le nom, l'agence des blogueuses. J'ai été chercher très très loin. Le logo, c'était le logo d'Insaniam, donc de ma boîte. Et j'ai changé la couleur. J'ai dit, allez, on va mettre... Alors le fond est gris. J'ai dit, à la place du fond gris, on va mettre un fond rose. La marine a fait, non, un peu trop cliché.
Ouais, donne-moi un code couleur. On a mis un code, on a mis Vermante. Voilà, Vermante, ça passait bien. C'est le code du moment. Donc du coup, ça s'est fait comme ça, mais ça s'est fait en 20 à 30 minutes grand maximum. Et parce que j'avais du mal à ouvrir Illustrator. Et ensuite, du coup, j'ai été réservé des noms de domaine. Donc l'agence-des-blogueuses.fr, .com, etc. Puis c'était parti. Et puis là, j'ai dit, bon, bah, on va tester. On va faire un site. J'ai fait un site, j'ai installé un WordPress rapidement. Et dessus, j'ai mis un chrono. C'était le jeudi. Non, c'était le mercredi soir. Et j'avais mis un chrono. Et automatiquement, le chrono s'était mis, au lundi d'après à midi. Voilà, c'était automatique. Mais c'était forcément le lundi de la semaine après à midi. Et du coup, on a mis ce site-là en ligne. Je me suis dit, jamais personne n'ira. Vu que l'adresse n'existe pas, jamais personne n'ira dessus. Et il y a quand même écrit, laissez vos coordonnées si vous êtes intéressé, etc. Et puis je lui ai dit, bon, par contre, la journée est presque terminée, mais fais juste les réseaux sociaux, invite 2-3 personnes que tu connais. Et puis voilà, je me dis, si on arrive à avoir dans notre agence 30-40 personnes, ce serait génial, quoi. Ce serait formidable. C'était l'objectif que j'avais. Et puis au final, on a eu sur Twitter surtout c'est un truc de boule de neige qui est parti. Et là, on a eu l'agence des blogueuses est en train d'ouvrir, c'est génial. Et en fait, il y a plein de blogueuses qui ont pensé que derrière ce site, il y avait réellement des gens qui travaillaient. Mais en fait, il n'y avait rien. Enfin, il y avait juste un compteur, donc il n'y avait rien. Et je vendais la promesse d'une plateforme qui me demandait bien chiadé et tout ça, qui me demandait à peu près 6 mois de travail. Voilà. C'était pour le lundi prochain. Et donc, du coup, à partir de là, c'est un peu, ça peut paraître un peu compliqué de se dire, bon, bah, comment je vais faire pour honorer la promesse. Au final, ça a été assez simple. J'ai fait un truc dont j'avais honte. Voilà. Mais c'est le principe d'une startup, hein, c'est pas faire un truc abouti. Et en WordPress total. Il y avait une promesse qui était de mettre en relation des blogueuses avec des marques. Et donc pour ça, il fallait forcément avoir des blogueuses. Ça paraît évident, hein, mais il faut savoir que la plupart des gens qui faisaient ça, qui font ça, même encore aujourd'hui, cherchent d'abord les marques, puis après les blogueuses, mais bon, moi je suis parti du principe inverse. Donc je me suis dit, bon bah ok, on va faire ça. On va mettre un petit, un petit formulaire d'inscription, et puis les gens vont s'inscrire. Donc entre ce laps de temps-là, moi j'ai dû faire quand même un truc en WordPress. Je me suis dit, bon alors comment je peux faire? Alors c'est là que le mode bidouille sort forcément. Une page d'accueil. Ok, on fait une page d'accueil, on explique le truc, jusque-là ça va. Voilà. Par contre, après, comment on fait pour les annonces? Bon, pour les marques, c'est simple, on va faire un formulaire. Et on va leur dire, envoyez vos annonces par là. 4 ans après, c'est encore là. Ça. On n'a même pas développé encore la partie marque, techniquement parlant. Ce n'était pas le plus important pour nous. Okay. Donc il y a un formulaire. Très bien. Côté blogueuse, on s'est dit, il faut leur faire un espace membre. Ok, bon, on va faire un espace membre. Donc j'ai fait un truc, j'ai mis espace membre avec un code. Forcément, il n'y avait rien derrière, il y avait juste un code. Voilà. Et donc ils se sont dit, il y a forcément un espace membre qui est là. Et il y avait un autre formulaire pour qu'ils s'inscrivent et pour qu'ils deviennent membres. Et comme forcément on n'avait rien de fait derrière techniquement, on a dit, bah, on va appeler tout le monde une par une et on va leur dire, voilà, donc on a une sélection qui est dure pour rentrer dans notre agence. Donc on a gagné un peu de temps comme ça. Et du coup, dès que ça a été ouvert, et après, derrière, c'était des filtres dans Gmail. C'est-à-dire que dans chaque formulaire, il y avait un code, et ça allait dans un filtre Gmail à chaque fois, donc une inscription pour les blogueuses, dans un dossier Gmail. Une offre de marque, c'est dans un truc, ainsi de suite. On avait plein de filtres. Donc voilà, donc ça a fonctionné pour quasiment rien, puisqu'un compte Gmail, c'est gratuit. Un WordPress, avec ce que j'ai mis, ça ne demande pas un investissement de fou. Et donc du coup, le lundi midi, on a ouvert. On a ouvert le truc, c'était horrible. C'était juste très moche. Moi, j'y aurais jamais laissé mon mail, personnellement, mais bon. Mais encore une fois, a priori, j'avais tort. Et heureusement. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est simple. On a ouvert et on a reçu entre midi et 9h 100 demandes d'adhésion. Mon objectif, c'était 30 à 40. Bon, ok, très bien. 400 dans la semaine. Et entre le 9 mars et
Le 4 juillet, 4000. Alors là, on arrête, on ferme les inscriptions, c'est pas possible, quoi. C'est plus possible. Donc on a fermé les inscriptions pendant un an, donc en plus on est devenu rare, donc on avait encore plus envie d'adhérer, etc., etc. Donc ça a créé encore plus de frustration et donc du coup, une attirance pour nous. On n'a quasiment pas dépensé on n'a pas fait de dépenses marketing, commerciales, puisque les blogueuses, du coup, à force de dire « Ah, il y a l'agence des blogueuses qui ouvre », du coup, les marques le voyaient, et donc on passait des commandes tout de suite. Donc ça a généré du chiffre d'affaires suffisant pour qu'en 2 mois, en 3 mois, 2-3 mois, on puisse embaucher quelqu'un à temps plein, avec les charges sociales comprises, et pour s'occuper de l'agence des blogueuses. Et donc du coup, voilà, de fil en aiguille, ça s'est développé comme ça. Sur la partie espace blogueuse, au final, parce qu'il a quand même fallu faire quelque chose en une semaine, ce que j'ai fait, c'est que, pour ceux à qui ça parle, vous savez, quand il y a des gens qui font des sites internet et qui mettent leurs réalisations, notamment des graphistes ou autres, il y a ce qu'on appelle un portfolio. Alors moi, j'ai pris le portfolio. Ce que j'ai fait, c'est que quand il y avait une marque qui nous envoyait une annonce, eh ben, on prenait son logo, on en faisait une version couleur, une version noir et blanc, et on ouvrait les annonces. Quand l'annonce se terminait, eh ben, on enlevait le logo couleur, on mettait le logo noir et blanc, et dedans, il y avait des codes. Il y avait écrit référence numéro 1, 2, 3, 4, 5. Et on demandait à la blogueuse qui souhaitait postuler de prendre le code, juste pour donner le niveau quand même en termes d'expérience utilisateur, c'était formidable, de prendre le code et d'aller le mettre dans un autre formulaire. Et du coup, dans Gmail, encore, avec les filtres, tout se triait automatiquement. Donc toutes celles qui postulaient à des annonces, l'annonce numéro 1, ça allait dans la même pile de mails, dans le dossier réponse aux annonces, etc., etc. Donc le truc, voilà, autant dire, le plus amateur possible, mais qui générait du chiffre d'affaires. C'est quand même pas mal pour tester une idée. Du coup, j'ai eu 2 personnes plusieurs mois dessus, elles en ont tellement bavé qu'on savait exactement ce qu'on avait besoin à l'instant T en développement. Donc on a fait un cahier des charges. Il y avait à peu près plus de 600 mails à circuler, heureusement qu'il y a les filtres dans Gmail, mais il y avait plus de 600 mails à circuler par semaine, c'était une horreur à gérer. Du coup, on a fait un cahier des charges très précis, et on a pu du coup optimiser le temps de développement. C'est-à-dire que chaque journée de développement a été ultra optimisée, puisque celles elles savaient exactement ce qu'elles avaient besoin, en fait, pour pouvoir gérer l'agence des blogueuses. Et du coup, après, on a mis en ligne un outil, et on a continué à développer comme ça, et ainsi de suite. Et encore aujourd'hui, on itère, puisqu'on va dans les prochaines semaines changer le nom, puisque aujourd'hui, on ne parle plus de blogueuse, on parle d'influenceur, et que c'est un nom qui nous porte préjudice, donc on change même le nom de la start-up, et on itère en permanence, et en permanence, en permanence. Et aujourd'hui, le problème n'est plus que les marques n'arrivent pas à contacter les blogueuses, le problème, c'est que les blogueuses contactent trop, ou les influenceurs contactent trop les marques. Donc on a inversé le problème entre-temps. Donc du coup, voilà, on est en train d'itérer, on propose des nouvelles solutions, des nouvelles offres, etc. sur ce projet-là. Et voilà, et en permanence, en permanence, en permanence. Parce qu'on n'a pas raison, et c'est pas parce qu'on a créé un produit à un temps qu'il est forcément valable, et qu'il doit persévérer, et qu'il doit exister. Et donc du coup, il se passe quoi? Ça veut dire que quand on itère, et qu'on a, comme là, on rencontre un marché en fonction de ce qu'on a testé, eh bien on continue. Alors typiquement, sur les prix, moi je ne savais absolument pas quel prix mettre. Je mets des trucs au hasard. On me disait, c'est combien? Je fais, 100 € pour diffuser une annonce, c'est combien la blogueuse? 10 €. Puis au bout d'un moment, je me dis, mais vous êtes vraiment pas cher. Ah oui, non, en fait c'est 20 €. Et puis, mais est-ce que vous faites ça? Oui, oui, je fais ça, c'est 20 € de plus. Ah, et est-ce que vous faites ça? Oui, bien sûr, je fais ça, et c'est encore 20 € de plus. Et, on ne sait pas comment écrire, vous faites du conseil? Oui, bien sûr, on fait du conseil, c'est 100 € de plus. Et ainsi de suite. Et donc du coup, c'est simplement le marché qui nous a fait penser aux options. Moi, j'ai pensé à aucune option, je n'y connaissais pas du tout, mais à chaque fois on nous disait, est-ce que vous faites? Bah oui, on fait, et c'est tant, voilà. Et après on mesurait, on disait, est-ce qu'on est rentable, pas rentable, etc. Enfin bref, voilà. Et c'est comme ça que ça s'est construit au fur et à mesure. Voilà, maintenant, au bout d'un moment, en itérant et en testant, on peut se retrouver bloqué et se dire, bah oui, finalement le marché n'en veut pas de mon truc. Et c'est compliqué à partir de là. Qu'est-ce que l'on fait? Qu'est-ce qu'on fait si le marché n'est pas d'accord? Et c'est là qu'on appelle, il y a un terme qui est utilisé dans le milieu des startups, et on parle de pivot, de pivoter. C'est-à-dire qu'on va dans une direction, on fonce, puis là finalement, non, il n'y a pas de marché, il n'y a rien, c'est le désert, et du coup on pivote, on change. Et donc ça peut exister soit au début de son projet, mais soit en cours de route. C'est-à-dire que là, typiquement, nous, on va faire des pivots, c'est des mini-pivots, mais c'est des pivots
de ciblage, c'est des pivots de prix, etc. On évolue et on fait changer le projet en fonction des retours négatifs du coup. Il faut être capable de s'adapter. Alors des pivots, ça va être par exemple, vous avez un produit qui s'adresse au monde B2C, bah, vous l'adaptez et vous l'adressez à des professionnels en B2B. Ça va être, vous avez une technologie qui est faite pour une utilisation, bah, vous l'adaptez à une autre utilisation. Typiquement, il y a des choses assez sympas en pivot. Vous connaissez le site matériel.net? À la base, ils avaient fait ce site-là parce que c'était une agence web. Et en fait, ils faisaient des sites web. Et ils ont voulu montrer leur talent, comment ils savaient faire bien des sites web. Et au final, bah, il y a des gens qui ont acheté des trucs dessus. Bon, bah, voilà, bah, c'est devenu matériel.net. Et donc, c'est devenu... on les connaît plus pour leur site de vente en ligne que pour ça. Donc voilà, il y a plein d'exemples comme ça, en fait, où c'est simplement le marché qui invite les gens à construire leur projet de cette façon-là. Je vous prends un autre exemple. Est-ce que ça va jusque-là? Tout le monde est... OK. Oui. Un exemple rapide aussi, Slack, vous connaissez peut-être Slack, le collaboratif pour les gens professionnels. Au début, ils devaient développer un jeu vidéo. Et donc là, ils ont bien pivoté là, pour le coup, et pour aboutir sur Slack. Ils vont être introduits, je crois, en bourse cette année pour pas loin de 50 milliards de dollars, pour avoir une idée. Et voilà, donc partons d'une idée, puis on verra bien vers quoi ça nous emmènera. Oui, au même titre que Twitter. Twitter, à la base, c'était pas ce qu'on connaît. Ça s'appelait OBO, et c'était un outil autour des podcasts. Puis après, il y a iTunes qui est venu. Ils sont, oula, gros concurrents. YouTube aussi, ouais. Oui. Ça le fait toujours peut-être, mais c'est plus l'usage principal aujourd'hui, effectivement. Et donc voilà, ça c'est des pivots très célèbres dans le web. Et il y en a tout un tas, hein, il y en a vraiment plein. Et à mes yeux, c'est inhérent à tout projet numérique, d'être capable d'adapter en permanence et d'être à l'écoute. C'est simple, hein, c'est être à l'écoute de son marché, être à l'écoute de ses clients. C'est du bon sens, hein, il y a beaucoup de bon sens dans tout ça, mais un bon commerçant, ou un bon restaurateur, il donne son plat, il écoute ce que dit son client, il dit non, c'est trop salé, il enlève du sel. Enfin, c'est basique. Sauf qu'avec le virtuel, on l'a un peu oublié, ce côté un peu humain, écoute. Et le Lean Startup ne vient simplement que le remettre ici et se dit, bah voilà, pensez à écouter les gens et pensez simplement à faire ce qu'ils ont envie d'acheter et ce qu'ils ont besoin. C'est basique, c'est assez basique. Et voilà, je vais vous donner un autre exemple. On est en train de lancer une startup qui s'appelle informateur.fr. Vous voyez le nom, moi les noms, je prends beaucoup de temps à les chercher. Et là, j'étais même étonné, je fais pour déconner, bon, informateur, on va prendre informateur, je regarde dans VH, le nom de domaine est libre. Bon, allons-y. Puis alors, le nom de domaine est libre avec un 1, avec UN, avec IN, on a tout pris. Et donc, on a lancé ce projet-là. Bon. L'idée de départ était de se dire, entre des formateurs professionnels et des organismes de formation, donc qui vendent des formations au client final, il n'y a pas vraiment de mise en relation qui est faite, il n'y a rien. Voilà. J'aime bien les mises en relation. Et donc, du coup, on va faire un job board. Voilà. On va faire un job board, c'était l'idée. Donc, des annonces, les formateurs pourraient y répondre, et les organismes de formation peuvent mettre des annonces pour trouver des formateurs. Basique. Donc, on a créé forcément, vous allez me dire, vous avez créé un job board. Non, il n'est toujours pas fait, ça fait 1 an et demi. On a créé un groupe Facebook, Informateur. Voilà, c'est simple. Dans les noms, c'est très très simple. Et sur ce groupe Facebook-là, on a invité des formateurs. On est quand même un peu cohérent. Avec ces formateurs, il y a des organismes de formation. Bon, bref, de fil en aiguille, ça a été ouvert en novembre 2017, donc 1 an et 3 mois à peu près. Il y a aujourd'hui 1300 membres qui sont venus au fur et à mesure, et on leur a mis en fait un écosystème où ils pouvaient dialoguer entre eux et ne plus être isolés. Et puis, comme ils dialoguent, on écoute ce qu'ils ont besoin. En réalité, on se rend compte que le job board, c'est pas la priorité. Ils n'ont pas vraiment tant besoin que ça. Il y a d'autres choses qu'ils ont besoin aussi. Donc, en fait, en réalité, on a écouté. On a créé un événement à Rennes le 30 juin, où on a invité
des formateurs. Il y en a un autre en février à Paris, puisque c'était une demande de leur part, de se voir. Et on a parlé du projet avec eux, et on voit avec eux ce qu'ils estiment bon ou pas bon. Et là, actuellement, il y a un MVP, en fait, le vrai MVP. Alors, MVP, c'est le produit minimum viable, hein, donc c'est-à-dire ce que je vous disais, le premier truc pour avoir des gens à venir. Et donc, du coup, en réalité, le vrai premier produit, c'était le groupe Facebook, pour voir s'il y avait des gens qui avaient envie de se fédérer autour de ça. Et donc, on l'a eu. Il y a ça, très bien. Ensuite, ensuite, on a proposé une offre. Je ne sais pas si le clavier ne fonctionne pas. Ouais, il y a un problème avec la barre de recherche. Tu peux aller directement dans la barre. C'est un bug du. Ok. C'est la première fois que j'arrive pas à faire une recherche. Sur Google, il faut que ça arrive ici, franchement. Ah bah super, merci. Alors du coup, informateur, je ne sais même pas si on est bien référencé, si quand même un petit peu. Donc voilà, donc là vous voyez, il y a un site. Très bien, avec une vraie photo, c'est pas une banque d'images, c'était l'événement du 30 juin. Avec même une petite vidéo qu'on a créée, etc. Bon, bref. Donc, du coup, on a fait un site. Là, c'est le vrai MVP, parce que jusqu'à maintenant, ils étaient dans le groupe, ils ne savaient pas pourquoi. Enfin, hormis le fait d'être bien, ce qui est déjà un truc pas mal, de créer un endroit où les gens peuvent discuter et être bien. C'est pas mal. Maintenant, le truc qui est très très drôle d'ailleurs, c'est qu'à l'événement, ce sont les membres qui nous ont dit mais comment on peut vous aider et qu'est-ce qui peut être fait, enfin comment vous pouvez vraiment, enfin parce que vous n'allez pas faire ça gratuitement quoi. Enfin c'est bien parce que du coup c'est voilà, les membres de la communauté qu'on avait créée qui commençaient à se préoccuper du business model. Ça va arriver, c'est juste que en plus j'étais très lent pour faire le MVP donc c'est juste ça. Donc on a fait un site. Sur le site, voilà, c'est le réseau des professionnels de la formation puisqu'il y a des formateurs professionnels et il y a également des organismes. Sur ce site-là, on met en avant ce que l'on a appris dans le groupe. C'est quoi? C'est qu'on a besoin, enfin, c'est que les gens veulent un réseau. Avec, alors, entre le moment où je fais le site et aujourd'hui, il y a 300 membres de plus. Avec effectivement un réseau, avec un club, etc. Donc on a proposé quelque chose d'un peu plus cohérent. Et au final, une offre tarifaire. Donc, ce qu'on a fait, le groupe Facebook gratuit est toujours gratuit, il restera gratuit. C'est un groupe Facebook, les gens peuvent discuter. Et on a rajouté une proposition de valeur qui était effectivement d'avoir accès donc au fameux job board, les annonces, mais également une sorte de catalogue où ils peuvent faire des achats nécessaires à leur métier de formateur et où on aura négocié les prix, donc une sorte de centrale d'achat. À côté de ça, ils pourront être fiers de dire qu'ils ont mettre un badge membre du réseau sur leur site, c'est une demande également de leur part. Et il y aura de la veille et un peu de visibilité, voilà. Donc de la veille sur le métier, puisque pour ceux qui font un peu de formation, je ne sais pas s'il y a des gens qui font de la formation dans le coin, mais c'est un métier qui bouge un petit peu et avec 2-3 changements législatifs par semaine. Et donc du coup c'est pas mal s'ils ont ces infos. Voilà. Donc à la base, on devait faire juste cette ligne-là, enfin, qui est perdue là, accès aux annonces. Voilà. C'était ça le projet de base. Au final, ça s'est transformé plutôt en ça. Et puis avec la volonté de faire un vrai club. C'est-à-dire qu'en fait, on a lancé une start-up qui propose aux gens de se voir en vrai. Enfin, en fait, de pas passer par le web, quoi. Grosso modo. Donc, parce que leur volonté, c'était, on veut aussi voir des gens dans un réseau, mais physiquement. En fait, on n'a pas envie de tout numérique, en fait. Et je pense que aussi, c'est une tendance. C'est de dire, bah, le numérique est bien, mais c'est un outil. Un outil qui est, bah, comme on le voit aujourd'hui, on se voit physiquement. Et pourtant, vous êtes certainement inscrit par un outil numérique pour venir ici, pour ceux qui se sont inscrits. Et donc voilà. Et donc en fait, en réalité, là, on se rend compte de quoi? C'est que, pourquoi je vous dis que c'est un MVP, ça? C'est parce que si quelqu'un a envie de s'inscrire, forcément, on lui annonce que ça arrive très vite. Bon, je ne vais pas vous dire que rien n'est fait, mais bon. Ici, à partir de là, on a un formulaire où la personne dit ce qu'elle est, qui elle est,
où la personne nous annonce du coup, après son rôle en tant que comment dire, son rôle professionnel, donc c'est peut-être un formateur, et puis il veut rejoindre, il veut prendre quelle offre parmi celles qu'il a vues avant. Membre, puis voilà, puis ainsi de suite. Et puis là, encore une fois, ça arrive dans un filtre. Je ne vous raconte pas l'histoire du filtre Gmail, mais voilà, j'adore les filtres Gmail. Et donc du coup, ça arrive dans un filtre. Et donc à partir de là, on se dit, bah, quand on a X personnes qui demandent à être membre, on a une activité viable. À 29 €, je vous laisse faire le calcul, ça paye les frais d'entreprise, machin, ça paye un salarié, ça paye machin. À partir de là, bah, en fait, on va peut-être commencer à faire quelque chose. Enfin, et voilà, et donc on teste, on écoute ce qu'ils nous disent, on écoute leur retour, on écoute pour ceux qui nous disent bah, ça c'est cher, ça c'est pas cher. Enfin, voilà, on voit les réactions des gens. On avance, on donne des arguments aussi, on ne dit pas ok, t'as raison, mais on donne des arguments et on voit comment les gens sont sensibles à nos arguments. C'est aussi un test de voir comment les gens sont sensibles à nos arguments, parce qu'avec la communication, avec le marketing, on peut faire des choses. Et donc voilà, et donc, à partir de là, c'est un truc en devenir. Alors, vous verrez peut-être que ça n'existera plus dans 6 mois, peut-être que ça aura pris une autre envergure, mais ça aura certainement changé de forme, c'est sûr. Puisque ce n'est qu'une proposition que je vous fais à l'instant T. Et je veux voir si les gens me disent mon plat est trop salé ou pas. Voilà. Oui. Quelle énergie vous mettez pour faire venir du monde justement sur le site bah, en fait, en réalité, l'énergie elle est relativement faible. Pourquoi? Parce qu'on a une communauté de 1300 personnes. Vous avez déjà 1300 personnes sur le coup? Oui. Et comment ils sont arrivés, les 1300 personnes? Bon, on les a invités les premiers, puis les seconds ont invité d'autres personnes, puis les troisièmes ont invité. Enfin bref, c'est la magie du web. C'est que les gens quand il y a quelque chose, quand en fait on répond à un besoin, et quand on répond à une question, les gens viennent. Je reprends l'exemple de l'agence des blogueuses. L'agence des blogueuses, c'est très drôle. Quand on a commencé à lancer le truc, vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai dit que la blogueuse qui est en stage chez Insaniam m'avait dit qu'elle ne connaissait pas d'autres plateformes. Puis là, dans les formulaires, on avait laissé un champ libre. Et dans les formulaires, les gens disaient « mais c'est comme machin, et c'est comme bidule ». Là, il y a 2 noms de startups qui existaient. Je me dis « mince, il y a de la concurrence ». Bon, on va voir qui c'est, en fait. Et c'est 2 boîtes qui ont fait faillite. Ah, si j'avais fait l'étude de marché, normalement, comme n'importe quelle personne normalement constituée, je me serais dit, oui, il y a un risque. Il ne faut peut-être pas aller sur ce marché-là, et il faut encore moins mettre 6 mois de développement dans un truc aussi risqué, quoi. Pourquoi ils ont fait faillite? Alors le premier, ils ont fait faillite parce que Google les avait sanctionnés pour une histoire d'échange de liens, donc dans le référencement naturel. Et donc en fait, les gens, en gros, achetaient des liens, et vous savez que quand il y a des liens qui pointent, enfin vous ne le savez peut-être pas, quand il y a des liens qui pointent sur un site internet, ça donne des points de confiance, entre guillemets, dans le référencement naturel. Il y a toute une stratégie à mettre derrière. Et du coup, Google sanctionne le fait que des liens soient achetés pour du coup magouiller l'algorithme, ce qui est un peu logique, puisqu'ils ne s'amusent pas à faire un algorithme pour qu'il soit contourné aussi facilement. Et donc du coup, il y a une entreprise qui affichait clairement qu'elle proposait un outil pour magouiller. Et en plus, dans tous les articles de blog, il y avait écrit fièrement propulsé par machin, enfin bon bref, nous magouillons fièrement. Donc bon, forcément, c'est assez simple pour un algorithme après de remonter tous les trucs où il y a écrit nous magouillons fièrement. Donc tous les influenceurs ont été sanctionnés, et bien sûr, bon bref, en tout cas, la startup a fait faillite. Et l'autre en fait, c'était 2 personnes qui sortaient de l'école, d'une école de commerce, et qui avaient fait un projet, qui avaient mis 2 ans à le développer, qui l'avaient lancé, enfin bref, ce que j'ai décrit avant. Et en fait, qui avait épuisé toutes leurs ressources. La logique même d'une startup, c'est de se dire, voilà, dans tous les cas, on a des ressources. On a de l'argent quand on lance une entreprise. Quand on lance une startup, on a des ressources financières. On a des ressources humaines. C'est-à-dire que même quand on lance avec un associé qui ne se paye pas, à un moment donné, on s'épuise à ne pas se payer, on a des ressources. Et l'idée, c'est de faire le maximum de cercles possibles pour apprendre le maximum de choses et être le plus proche d'un projet viable avec les ressources qu'on a. Donc c'est pas de faire des grands cercles, des grandes études, non, c'est d'en faire le plus possible pour tester toutes ces petites hypothèses. Ça va? Est-ce que vous avez des questions un peu sur tout ce que j'ai dit? Ça vous semble clair? Ouais. Alors comment on fait pour pivoter sans faire volte-face en termes de communication? C'est quoi la combine? C'est de repartir de zéro et de sortir un nouveau projet ou c'est La combine, à mes yeux, la combine c'est d'être honnête. C'est-à-dire que là, typiquement, je vous en parle, vous voyez, du truc. Je ne magouille pas avec un formateur. Tout le monde sait sur un formateur que le truc est en construction. Tout le monde sait qui on est. On l'explique. Demain, vous vous rendez compte
compte que c'est pas un formateur qui est intéressant, mais un autre corps de métier qui colle presque plus au projet. Un avocat, par exemple, imaginons que ce soit les unavocat.fr. Eh ben, je le dis clairement. Ça sent le futur projet, ça. Je vais voir si le nom de domaine est pris. Mais je le dis clairement, on a testé, ça n'a pas marché, mais par contre, effectivement, les avocats sont friands de notre solution, donc du coup, on leur adapte et on leur propose cette solution-là. Je le dis clairement, moi je suis dans une logique de transparence. De toute façon, avec Internet, en règle générale, on est sur une logique de transparence. Les avis sur TripAdvisor, les machins, on est dans une logique de transparence. Et à mes yeux, plus on est transparent, et que ce soit d'ailleurs quand on entreprend et qu'on communique à l'extérieur, que comme quand on entreprend et qu'on communique avec son équipe de salariés ou de partenaires, la transparence, en règle générale, ça paye. C'est mon avis. Voilà. Okay. Mais là, c'est pas dans la méthode d'une startup de promouvoir ça. J'en sais rien en fait. Mais mon avis est vraiment d'être transparent le plus possible et de pas forcément mentir plus que ça. C'est-à-dire que là, dans quoi que ce soit, on n'a pas menti, on a écouté, on a regardé, on a proposé. Et les gens, s'ils adhèrent, bah ok. Et on n'a rien vendu avant que ce soit fait. Ouais. Quelles sont les premières communications sur le groupe Facebook, les premiers jours, les premières semaines si ce n'est rien. Alors, sur les deux d'ailleurs, même sur l'agence de blogueuses, il y a eu un groupe Facebook au début et il y est toujours là. Mais les premières, c'est on lance un groupe Facebook, on a envie de faire ça. Ça vous tente. Enfin, c'est très honnête encore une fois. On est sur la création d'une communauté, et toute communauté, faut leur dire voilà, on a envie de créer une communauté pour faire ça, voilà notre objectif, voilà le but. Il y a quand même des interactions du coup qui sont... Ouais, il y a beaucoup d'interactions, c'est impressionnant. On a sur le groupe Facebook, avec 1300 personnes, on a 90% de taux d'engagement, je crois. Et au tout début aussi, bah oui, un moyen de monde, plus facile d'avoir des... Enfin, parce qu'on sélectionne les gens qu'on invite quand même. On ne prend pas le premier venu. C'est des formateurs qu'on aime bien. Je reprends l'exemple de l'agence des blogueuses. Si ça a pris un tel engouement, c'est parce que les premières blogueuses à venir aimer les pages Facebook étaient des gens cible, vraiment le cœur, et en plus des gens qui pouvaient soit nous aimer, soit... voilà. On ne prend pas la personne au hasard et viens. Non, c'est un peu plus subtil hein, dans l'invitation. Puis après, c'est le lien, encore une fois, l'avantage des réseaux sociaux, des réseaux humains en règle générale, c'est d'être très transparent, d'être humain et de venir tiens, viens essayer. Si demain tu connais quelqu'un qui a envie, qui a un besoin et que tu connais une application qui va forcément l'aider, tu le recommandes, il va forcément aller plus facilement sur l'application, tester l'application parce que tu lui as recommandé l'application. C'est la même logique quand tu crées un réseau. Ouais. Je comprends la logique du freemium. Pour les deux versions payantes, vous ne laissez pas la possibilité aux gens de vous dire moi je ne vais pas payer 290 € pour un fichier potentiel d'offres, on va dire. Je ne sais pas combien vous avez d'organismes qui sont prêts à proposer des offres. Et si celui qui fait du droit public ou du droit pénal qui voudrait intervenir, il va avoir des offres concernant. Ah, c'est intéressant. Très intéressant comme remarque. Non, on ne laisse pas cette possibilité-là sur la plateforme-là. Maintenant, on a une communauté, on parle régulièrement avec eux et on a écouté individuellement plusieurs personnes. On ne l'a pas fait en masse. Vous auriez pu avoir un lien pour ouais. envoyer sur la page Facebook pour s'ils ont quelque chose à raconter. Oui, mais sur le groupe Facebook, il y a déjà un espace où ils peuvent s'exprimer. Celui qui arrive là. Non, bah en fait... Est-ce qu'il sait qu'il a lié un compte Facebook où il peut... Non, mais du coup, nous, après, ça nous permet de faire aussi un rapprochement, de savoir quelle proportion vient du groupe ou pas, et donc, du coup, lequel a l'info ou pas à la fois. C'est un choix, mais effectivement, on aurait pu le faire aussi en laissant... On aurait pu laisser un champ un peu plus libre. Ouais, et ça peut être une possibilité dans le futur, d'ailleurs. Mais ça aurait été surtout une réaction si on avait vu que c'était un échec, si on n'avait pas eu de demande. Là, on a eu des demandes, donc on voit que c'est pas un échec, et donc on va itérer. Par contre, si effectivement on s'était rendu compte que c'était un échec, on aurait essayé de comprendre pourquoi. Ah, là, ça les engage pas trop pour l'instant. Ça les engage pas trop, non, effectivement. Mais ils ne pourraient ne pas y répondre, en fait. Les gens ont autre chose à faire que de remplir des formulaires et de laisser leurs données personnelles. J'essaie de m'imaginer ce que pourrait être la transposition de ce style de teaser sur, non pas une mise en relation, mais vraiment un produit fini qui suppose, si c'est un produit à forte innovation, quand même un investissement important. Comment il faudrait faire? Il faudrait
d'essayer de... La logique est plus celle du crowdfunding dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'on propose quelque chose. Alors, soit déjà on propose quelque chose avant un crowdfunding et on voit si on raconte une histoire, une landing page. On raconte une histoire, on voit si la personne remplit le formulaire à la fin. Si là, on se fixe des objectifs, on se dit voilà, pour moi, j'estime que c'est un succès s'il y a X personnes qui y répondent. Ok, là, ils y répondent, donc du coup, je vais réfléchir un peu plus financièrement, voir combien ça va coûter. Et je lance une campagne de crowdfunding et je me dis voilà, si la campagne finance 20% du projet, ça me fera un levier et un argument pour aller voir des banques. Enfin, bref, c'est la logique après. Effectivement, qu'on a un bien à financer qui est un peu plus onéreux, dans ce cas-là, il faut convaincre, il faut avoir des gens qui vont acheter à l'avance et aller voir une banque en disant derrière, j'ai déjà tant de ventes. Confiance, tout le monde s'appelle pas Elon Musk. Mais ouais, ça inspire confiance, ouais. C'est pas forcément évident, effectivement, d'inspirer confiance, ouais. Mais je pense que si on explique bien la démarche et si le projet est réaliste, c'est possible d'inspirer confiance, ouais. J'ai vu, merci. Oui. Là, on est sur la démarche d'itération. C'est une question qui est un petit peu à côté, mais au niveau de la structuration administrative de informateur.fr, à quel stade il va falloir commencer à se structurer? C'est une question que je me pose en ce moment. On peut avancer peut-être 3 mois, 6 mois là-dessus. Est-ce qu'il faut déjà s'être un petit peu structuré derrière pour pouvoir avoir l'organisation entre guillemets théorique pour pouvoir ensuite développer et rentrer dans le sujet? Alors moi j'ai un avantage, c'est que j'ai une formation en droit des affaires. Ouais. Donc du coup c'est une question qui est assez simple pour moi, parce que je me dis, une entreprise en France, ça s'ouvre en une semaine, en étant un peu lent. Et au pire, les statuts d'auto-entrepreneur et tout ça permettent de tester des choses avant de se structurer, de s'entourer. Donc du coup, c'est vrai que ce n'est pas des questions que je me suis forcément posées, parce que ça va vite, c'est simple dans mon esprit. Mais après, il faut peut-être s'entourer juste d'un expert comptable, d'un avocat, d'un spécialiste du droit qui sera capable d'aller déposer le dossier de création d'entreprise quand on aura fait la bascule, quoi. Et ça, nous, ça a fixé en fonction des finances. On se dit, voilà, un expert comptable, ça coûte X par an, du coup, bref. Et du coup, mon seuil de rentabilité, ou mon seuil de déclencheur de OK, j'y vais, je le fixe là. D'accord. Là, c'est personnel, ça dépend de beaucoup de projets. Enfin, ça dépend du projet, ça dépend de beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'en théorie, il faut essayer de repousser au plus tard sa structuration administrative un petit peu. Et, moi, je repousse, oui. Et se concentrer au maximum sur ce MVP pour bien comprendre ce qu'on veut. Pour moi, c'est un faux problème, en fait. Enfin, tout ce qui est juridique, tout ce qui est juridique, fiscal et tout ça, ce sont des faux problèmes. À partir du moment qu'on a un marché, qu'on a des clients, qu'on a de l'argent, on a de quoi embaucher, on a de quoi payer des experts variés, que ce soit un expert technique pour faire son plateforme, que ce soit un expert juridique pour faire son entreprise, que ce soit un expert comptable pour faire pour la partie chiffres, ou que ce soit des experts financiers. À partir du moment qu'on a un marché, les choses arrivent en fait. Le plus dur, c'est d'avoir l'offre adéquate. Mais si on l'a, le reste est assez simple. On a les moyens de s'entourer. Et c'est aussi ça, un vrai dirigeant, c'est quand même quelqu'un qui est capable de trouver pas savoir forcément tout faire, mais de trouver les réponses. Vous dites qu'il faut de l'argent, un projet comme ça, il faut combien d'argent? Comme un formateur? Oui, par exemple, pour cet exemple-là, parce que vous dites effectivement, il faut effectivement avoir l'idée, son public, possible, on va dire. Donc, et l'argent, il faut combien pour développer après un projet comme ça, si ce n'est pas vous-même qui avez les compétences de développeur? Un projet comme un formateur, je pense que sur la plateforme comme ça, sur ce que vous voyez là, c'est à la proposition qu'on fait là, avec toute la. Donc le groupe Facebook, c'est gratuit à faire, c'est du temps. N'importe qui est capable de faire ça, vraiment. Derrière, un site comme ça, ça coûte 2-3 000 €, on peut faire un truc comme ça. Voilà. Après, une vraie plateforme complète, on va être sur du 60 à 80 000 €, je pense, quelque chose d'un peu plus costaud. Voilà. Plus, ça dépend de plein de choses. C'est-à-dire que si on a le temps de s'en occuper, ça va. Si on n'a pas le temps, effectivement, plus X personnes, chargées, etc. Plus les serveurs éventuels, plus ces choses-là. Ouais. C'est des projets après qui peuvent monter, d'où l'intérêt de tester tôt et de savoir si on a un marché avant de mettre cet argent sur la table. C'est toute la logique d'ailleurs du Lean Startup. Lean, ça veut dire maigre. On enlève tout ce qui est inutile dans la création de l'entreprise. Même le juridique. Ou l'administratif en tout cas.
tout cas sur le lancement de l'idée. Comme ça, pouce levé, vous appuyez sur le bouton quand vous avez quel pourcentage de financement nécessaire où il y a de la clientèle qui vient. Et voilà, ça va me coûter 100 000 €. Quand j'ai 30 000 € de gens qui sont prêts à s'engager, je vais voir les banques. En fait, j'ai une étape intermédiaire. Je vais faire un truc en WordPress derrière, avec des plugins qui fonctionnent assez bien. Je vais en avoir honte, hein, c'est horrible, c'est vraiment, je le sais à l'avance. Qui bug un peu. Voilà, je tiendrai la promesse, mais pas aussi bien que si c'était fait sur du sur-mesure. Voilà, et donc je vais faire cette étape intermédiaire. C'est prévu là, cette nuit. Et du coup, par la suite, j'aurai des clients qui vont payer et avec le chiffre d'affaires généré, j'irai investir. Voilà, je pense qu'on va être viré bientôt. Je vois les lumières qui bougent, donc... C'est automatique. Je pensais que c'était un signe pour être... Non, bah, ça a été fait. C'est bien pensé. Hein. Ils sont pas bêtes chez Google. Ouais. Bon voilà, j'espère qu'en tout cas ça vous a apporté quelques réponses à vos questions sur le sujet. Et à très bientôt. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Merci.